Avis. Cette conférence entend présenter le tome à venir de Perspectives Libres, le numéro 12, qui s'appelle L'homme sans lien. Pourquoi parler de l'homme sans lien? C'est parler de la condition de l'individu contemporain. Nous allons faire le portrait à travers la société française de la plupart des sociétés d'Occident, donc une société qui va bien. Première consommatrice mondiale d'anxiolytiques, magnifique. D'après un sondage Ipsos de 2013, 97% des Français pensent que leur pays va connaître une baisse de son niveau de vie, splendide. Et le suicide oscille entre généralement la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans et la première à partir dans la tranche 25-35 ans. Autrement dit, une société qui va bien. Une société où il fait bon vivre. Et en réalité, le portrait de ce qui est devenu certainement l'un des peuples les plus politiques d'Occident, à travers une modernité qui, dans ces grands traits que nous allons essayer de résumer ici, a en effet dépossédé l'homme d'un certain nombre de liens qui faisaient son univers symbolique et sa sûreté intellectuelle, morale, éthique et spirituelle. J'intitulerai, si vous voulez bien, du nom de l'édito que j'ai mis dans Perspectives Libres, Fraternité perdue. D'abord, je vais commencer par une citation, si ça ne vous dérange pas, parce que c'est un de mes vieux travers et on ne se refait pas. Car quiconque aujourd'hui verse son sang avec moi sera mon frère aussi humble qu'il soit. Ce jour anoblira sa condition. Shakespeare, Henri V. La première des fraternités, c'est la fraternité de l'épreuve. Et étrangement, nous l'attendons. En tout cas, je vais la parler pro domo. Nous l'attendons au milieu des affres que nous vivons, cette renaissance de la fraternité. Nous allons essayer de voir pourquoi elle ne vient pas, ou du moins elle vient beaucoup plus lentement que ce que nous imaginions. En effet, aujourd'hui, c'est un constat à peu près admis, personne ne me vendra au commissaire aux idées propres, si je fais le constat de l'anomie sociale. On peut refuser de l'admettre, on peut néanmoins, tout le monde la constate plus ou moins, ne serait-ce que dans la baisse de civilité de nos contemporains. Je pense qu'au niveau du constat, ça va, pas de problème. Et au niveau d'individus qui, de plus en plus chancellent, ça se voit dans la vie quotidienne, hein, bien au-delà d'études psychanalytiques poussées. Je vous renvoie pour ça à la nouvelle école lacanienne qui a fait quand même de très gros boulot là-dessus, Dany Robert Dufour, Charles Melman, et ceux qui étaient les maîtres de notre ami Charles Robin, qui était là il y a quelques temps. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle pudiquement d'un nom de journaliste, la crise du vivre ensemble. Non, une nation, c'est un vivre ensemble. C'est plutôt un vivre côte à côte sans avoir à se parler, sans avoir à se supporter. On ne se rend pas compte, mais l'injection du mot de vivre ensemble qui date du début des années 2000, avant on parlait de la fracture sociale. Mot qui fit florès et qui couronna le candidat Chirac, et aux grandes dames de l'intellectuel qui créa cette notion, Emmanuel Todd, qui est certainement un très grand génie, mais qui, en politique, dis donc, est quand même un cocu, quoi qu'on en pense. Or, en réalité, c'est une crise infiniment plus grave que masque ces mots. D'ailleurs, le terme de vivre ensemble est en train de mourir, pour laisser place à la société inclusive, issue directement de la propagande communautaire et du vocable anglo-saxon, du care et du gender. J'y reviendrai un peu plus tard. Vu que l'Europe ne crée rien, vous le savez, mais elle ne crée même rien d'un point de vue intellectuel. Hein. Heureusement que l'OTAN est là. Je le dis sincèrement. C'est une crise infiniment plus grave que je pose comme constat de trois manières. Un homme délié, c'est un homme déraciné et un homme désincarné.
Un homme déraciné, c'est-à-dire un homme qui n'est pas apte à avoir un rapport viable avec les siens, avec les gens qui ont une proximité d'histoire et de culture avec lui et avec les lieux. Le lieu, déjà, est une notion qui est en train de disparaître. Nous y reviendrons. Car en réalité, à travers cet exposé, j'aimerais que nous discutions ensemble des notions clés de la modernité nouvelle et triomphante et de ce qu'elle fera de nos vies dans les quelques années à venir. Vous avez entendu comme moi certaines prédictions qui font froid dans le dos. Je vous renvoie à ce grand métaphysicien du blue jean dont je ne me rappelle jamais le nom. Attali, merci. Qui a toujours dans l'horreur un pas d'avance. C'est certainement sa seule qualité. Avec des talents commerciaux indéniables, bien évidemment. Mais en réalité, ce caractère déraciné se voit à peu près tous les jours par une désorientation de plus en plus grande dans le temps et dans l'espace. Les lieux ne sont pas uniquement des endroits. Ce sont des endroits chargés symboliquement. Je vais vous donner un exemple. Les positivistes, qui aujourd'hui tout le monde crache dessus, tout le monde crache sur Auguste Comte, etc. Je rappelle que si nous avons encore des cimetières dans Paris, c'est grâce à eux. Parce qu'ils voulaient qu'on se rappelle de nos morts. Et que le scientisme triomphant voulait reculer les cimetières à l'extérieur de Paris pour que le symbole de la mort qui est... Et là, le cimetière est bien choisi, ne soit plus accessible aux vivants. Eh bien, ce sont souvent des mères positivistes qui ont chargé nos rues du nom de personnages célèbres. Vous vous rendez pas compte, mais c'est une saturation symbolique de l'espace qui vous relie à un passé qui vous dépasse. Une manière, pas, si vous voulez, d'enfermer l'individu, mais une manière de lui dire qu'il y a un au-delà, un avant et un après, et donc de lui donner une place. D'où nous vient d'ailleurs ce sentiment que cette inclusion dans la temporalité et dans l'espace est si criminelle? D'où ça nous vient? Ça apparaît normal à la quasi-totalité des peuples du monde. Moi qui connais bien l'Asie, vous assurez que moi, on m'a baptisé en termes bouddhiques devant une pagode blanche à flanc de montagne. C'est un lieu habité. Et allez leur dire que c'est pas habité, je peux vous assurer que votre occidentalisme va prendre l'avion assez rapidement. Or, d'où ça nous vient? Tous les peuples du monde vivent comme ça. Pourquoi nous? Mais en réalité, il y a eu une phase d'accélération du déracinement. Je vais revenir sur ces causes lointaines, mais qui est assez récente en fait. Les années 60 et 70. Pourquoi? Premièrement, on ne s'en rend pas compte, mais pour la France, ça a été la plus grande évolution sociale de son histoire, certainement. Premièrement, l'urbanisation. Et avec un type très particulier de pensée urbaine qui a été le refus, qui s'est acté complètement dans les années 80, de la campagne. Le plouc power. Dans les années 60, on avait encore des parts de famille à l'extérieur des villes. Aujourd'hui, ceux qui vivent en dehors du tissu périurbain, on les appelle d'ailleurs, ce livre vient d'être primé, La France périphérique. Un nom horrible, hein. Ça représente quand même 60% de la population française, quoi qu'on en pense. Et dont tout le monde se fout d'ailleurs. Et si vous voulez, urbanisation, accès massif à la consommation. Et par cela, individualisation, ne serait-ce que par l'automobile individuelle, qui se généralise. Qui était déjà présente pour les plus riches dès les années 20, sans aucun problème, voire même avant. Mais si vous voulez, avant, on acceptait, je pense particulièrement dans les marches de la France, ceux qui sont parmi vous bretons, alsaciens ou autres, ne me contrediront pas, il y avait ce qu'on Van Guiep appelait le folklore français. Il y avait des lieux qui étaient habités par l'histoire et par le folklore. Mais le folklore, c'est un accès au mythe comme un autre, et donc un accès à la réalité comme un autre. D'ailleurs, on s'est mis à haïr le folklore à ces époques-là, hein. Étonnamment, face à la modernité triomphante. En enlevant l'histoire et la géographie, nous avons donc fait des hommes déracinés.
Nous avons aussi fait des hommes désincarnés pour une raison qui est très simple. Une incarnation, c'est le fait d'accepter la distinction. C'est ça une incarnation. Pour ça qu'on parle par exemple de patrie charnelle. Quand vous êtes incarné, vous êtes séparé. Séparé de ce qui n'est pas vous. À titre individuel, vous avez tous une frontière portative, sinon vous ne seriez pas en vie. Vous la portez sur vous. De quoi je parle? Merci. La peau. Oui, nécessairement. Bien, même si le libre-échangisme triomphant trouvera un jour un remède à cela. Après tout, nous sommes à l'époque du cyborgo-féminisme, ne riez pas, monsieur, ça vous viendra aussi à vous. Vous n'étiez pas là, au tour de chansonnette de Conchita Wurst devant le Parlement européen, vous avez raté quelque chose. Or, et à l'échelle collective, les hommes n'existent que parce qu'ils les distinguent. Nation, clan, rapport au territoire, mis à part espace symbolique. Dans les années 70, commence la grande vague de l'antitotalitarisme. Et évidemment, je ne vais pas jeter la pierre, je l'ai déjà fait en plus, aux antitotalitaires français qui, comme les Lumières françaises, ne sont que la queue de comète d'un phénomène anglo-saxon. Ah oui, en histoire des idées, c'est avant tout la puissance triomphante par les armes qui a le triomphe cognitif. Et oui, l'Europe avait les idées de la France quand la France dominait par les armes. Après, c'est beaucoup moins intéressant. Or, il y a un des pères de l'antitotalitarisme qui est peu traité aujourd'hui et qui pourtant a une importance par un de ses élèves, c'est M. Karl Popper. La société ouverte et ses ennemis. En réalité, les sociétés ouvertes, qu'on appellera plus tard inclusives, celles des droits, ce qui deviendra la démocratie procédurale chez Habermas, une société froide, technicienne, et égalitaire dans son auge. Et après, il y a la société fermée, vous en faites partie. Primo ou délinquants idéologiques déjà en voie de condamnation, pour certains d'entre vous, que je reconnais, par leurs avis de recherche. Or, après les affres et la terreur du XXe siècle, on a érigé les sociétés fermées comme les causes de nos mals, ne voyant pas d'ailleurs que les régimes qui ont mis à mal la notion d'humanité au XXe siècle sont des régimes ancrés dans la modernité. Pour certains même issus du futurisme, ce qui est le cas du fascisme italien. Quant à la technophilie du national-socialisme allemand, elle est largement traitée par les historiens. Mais on a préféré faire de ces régimes, au lieu de s'interroger sur ce qui avait cloché dans notre modernité, des revivances d'un monde ancien, jamais à condamner. Monsieur Popper, sa théorie de la société est ouverte, l'Open Society, servira à son dernier disciple vivant, le milliardaire George Soros, spécialiste en révolution colorée en tout genre, et en utilisation de hooligans néo-nazis pour la démocratie, les droits de l'homme, et le règne de l'Union européenne en Ukraine. Bon. On a les démocrates qu'on peut. Hein. Mais ce faisant, on a oublié que communauté et société étaient des faits interrogés et non condamnés par la sociologie classique. Des faits interrogés, tout comme la différence entre société holiste et société individualiste ne se targuait pas de morale et de condamnation. On s'est mis à faire de l'idéologie, c'est-à-dire du monde en boîte. L'idéologie, c'est ça. Hein. Ça a deux sens. Ça a le sens de vision du monde au sens général, et ça a le sens de l'idéologie de l'idéologue, qui est de ramener une société complexe à 3 ou 4 facteurs. Cet antipasséisme, enfin cet antipasé plutôt, mais même pas antipasséisme, à la rigueur ça se comprendrait, est lui une création idéologique des années 70, mais qui remonte un petit peu avant, et c'est très gentil pour le concerto, si vous voulez bien couper. Merci.
Or, c'est très intéressant de faire cette conférence maintenant. Pourquoi? Pour 3 raisons. Demain, nous nous souviendrons, pour ceux d'entre nous qui ont encore un sens de la mémoire, des 1 300 000 des nôtres qui ont donné leur vie pour que nous soyons là. Hier, c'était l'anniversaire de la mort d'un des derniers hommes qui a voulu, de sa propre plume, comme il l'avait écrit, dresser la France contre la fin d'un monde. Le 9 novembre, c'est l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, pour ceux qui l'ignorent. Et c'est en même temps, on nous bassine avec la chute du mur, vous l'avez entendu, à tel point que l'UMP du Bas-Rhin a refait un mur en carton et l'a abattu à coups de pied, se sont photographiés en train de le faire. Et véridique, véridique. Et c'est là où je veux en venir. C'est le premier trait de la modernité, la parodie. En réalité, ce qui met à mal la condition de l'individu et ses liens avec les autres, c'est l'incapacité de vivre quelque chose de vrai. Parce que tout est parodique. Tout est parodique pourquoi? Pour une raison qui est simple, sans condition, pour 2 raisons. Premièrement, parce que pour qu'il n'y ait pas de parodie, il faut un imaginaire qui n'ait pas été digéré. Or aujourd'hui, des industries cognitives extrêmement puissantes, particulièrement maintenant, où l'image de synthèse peut restituer à peu près toutes les possibilités qu'un cerveau humain peut imaginer, font que, contrairement au conte de notre enfance qui était actif d'un point de vue psychologique, l'enfant prenait l'histoire, je me rappelle quand j'étais petit des 1000 ans de contes de la mer qu'on me racontait, et j'imaginais ces monstres sortis des flots. Et chaque enfant a eu, enfin pour ceux qui ont eu la chance qu'on leur conte cette histoire, une vision différente de qui était Moby Dick. Aujourd'hui, grâce à l'industrie cinématographique, à chaque conte, légende, histoire, correspond ont un certain nombre de stéréotypes d'images prédéfinis, à partir desquels l'enfant, l'adolescent, imaginera tout le reste et aura un mal fou à s'en départir. Il y avait un ouvrage assez intéressant là-dessus, sur lequel je vous renvoie, qui s'appelait TV Lobotomie. C'est assez intéressant. Or, il y a aussi une deuxième chose, c'est la destruction de la condition politique. En effet, quand la condition politique, et nous allons y revenir, est une condition dans laquelle les actes ont une signification, je dirais même archaïque, au sens une signification de vie et de mort. Parce que l'archaïque de la politique, c'est ça. C'est même pas la désignation de l'ennemi au sens schmittien du terme, c'est la signification de la mort d'abord. Or, la gravité des actes, là où il n'y a plus de politique, les actes ne valent rien. Les paroles non plus d'ailleurs. Ce qui fait une vaste parodie. Je vais vous en raconter une pour vous faire rire, parce que c'est quand même des sujets graves et il faut les alléger quelque peu. En arrivant ici, j'avais un débat sur Europe 1 qu'un chauffeur de taxi fort sympathique m'a imposé. Et Emmanuel Todd disait que bon, comme il n'y a pas de débat sur l'euro, les primaires UMP ne servent à rien. Et le sympathique Olivier Duhamel, toujours là, éternellement là, malheureusement là, lui dit non, c'est pas vrai, la retraite à 67 ans, lui 65, c'est quand même primordial. Bon, fort bien. Il dit écoutez, mais de toute façon, vous pensez comme le Front National, argument facile à utiliser en toutes circonstances quand quelqu'un vous domine intellectuellement. Or, il lui dit écoutez, j'ai croisé Florian Philippot dans un café par hasard, et d'un seul coup, Apathy qui hurle compromission. Bon, pas Apathy Duhamel, pardon, excusez-moi, c'est à peu près la même famille. Si vous voulez, c'est ça la parodie. La parodie, c'est d'utiliser des leurres ou des fumigènes pour mimer la vie quand il n'y en a plus. C'est ça la parodie. Si on prend l'exact inverse, c'est-à-dire nos ancêtres de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, eux c'était des hommes ceinturés, encerclés de symboles et
relié de tous les côtés d'une certaine part. Prenons le cas de l'homme grec. L'homme grec est relié à sa famille. Les Romains rajouteront en plus l'idée de gens. La gens, c'est plus que la famille, c'est la lignée. Il est relié à sa cité, il est relié aux autres Grecs, et il est relié par la philosophie à l'humanité. Ça fait déjà beaucoup. L'homme du Moyen-Âge est relié au sien, à son village, le clocher, à son seigneur, auquel il doit corvée en échange de protection. C'est pas uniquement une économie de prédation au Moyen-Âge. Je dis ça pour au cas où il y aurait un journaliste de Canal+ qui se serait glissé pour faire quelque chose. Non, ça va bien. N'hésitez pas à le dénoncer, hein, le cas échéant. Mais nous sommes dans une société de sycophantes, donc tant qu'à faire, profitons-en. Mais il était relié à son roi, et il était relié par l'Église à Dieu. Ça fait beaucoup de liens pour un homme, ça fait un univers symbolique, ordonné. Je ne suis pas en train de tomber dans le « c'était mieux avant ». Je vais y revenir à ça, parce que c'est une accusation qui est facile, celle-là aussi. Le problème, c'est que ça, c'est une société qui peut vivre avec une classe possédante et guerrière, mais à classe sociale montante, univers symbolique différent. Que faire avec la montée de la classe bourgeoise? Eh bien, la classe bourgeoise va avoir, par les encyclopédistes et la philosophie des Lumières, et j'y reviens, c'est très bien de haïr Voltaire, c'est inutile. Ce ne sont pas les Lumières françaises qui ont gagné. Ce ne sont même pas les Lumières allemandes. Ce sont les Lumières écossaises. Hume, Bentham, Smith. Les idées du monde nouveau, les idées de la puissance. On peut détester le baron d'Holbach, on peut détester Diderot, ça n'y changera rien. Que Voltaire était un fumier, à peu près tous ceux qui l'ont connu s'en doutaient. Or, que va promettre la pensée des Lumières à travers l'émancipation? Que cet homme relié, mais qui est à la fois un homme endetté par rapport aux générations passées, devienne un homme créancier. C'est la logique des droits de l'homme. Et plus les droits de l'homme vont aller, plus l'homme sera créancier de ses semblables. Chez les juristes, les droits de l'homme se divisent en 3 générations. Les droits politiques ne représentent que la première. Il y a quelques droits politiques dans les 2 suivantes, mais ce sont souvent des droits individuels. Voire même de plus en plus des droits exorbitants de reconnaissance de mon quant à soi, égoïste et narcissique. Mais qui font la fortune des facultés de droit, donc tant qu'à faire, tant qu'il y en a qui en profitent. C'est pour ça d'ailleurs que là où naît le droit de l'hommisme ne naît pas après les Lumières. Il ne naît pas à la première déclaration des droits de l'homme, qui est encore des droits de l'homme et des hommes et du citoyen. Particulièrement la déclaration de 1793, qui elle-même est le symbole de, si vous voulez, de ce, comment dire, du caractère non monolithique intellectuellement. Je ne parle pas à titre du débat historique, je parle intellectuellement de la Révolution française. Car la déclaration de 1793 a une grande particularité, c'est la déclaration des droits et des devoirs du citoyen. La marque de la pensée républicaine. Il faut savoir que le républicanisme, ce n'est pas la Troisième République, c'est la doctrine du réalisme politique, ça date de Démosthène. C'est pour ça d'ailleurs que Clémenceau écrira un ouvrage sur Démosthène. Ça date de l'humanisme civique romain, l'un des pères étant Cicéron. Donc c'est une très vieille théorie politique. Le problème, c'est que la Révolution française, comme tout événement troublé, est un patchwork idéologique qui majoritairement est une alliance de libéraux et de républicains. Il y a également d'autres courants de pensée. Un certain messianisme chrétien. J'ai dit chrétien, j'ai pas dit catholique. Pour beaucoup de sans-culottes, Jésus est l'un des leurs. Mais l'Église n'est pas des leurs. Je me fais bien comprendre? Et le début d'un certain socialisme. Je n'aime pas le terme proto-socialisme. En histoire des idées, à force de faire des proto-quelque chose, on fait des procès à tout le monde. L'idéologie de la société ouverte avait dit d'ailleurs que Platon était le premier totalitaire. Vu que ces gens-là avaient totalitaire à la bouche à peu près pour tout le monde,
Et quand c'était pas totalitaire, c'était fasciste, hein, comme la langue est fasciste selon Roland Barthes d'ailleurs. Et si vous voulez, cette multiplication des droits-créances qui, dans la réalité, est un affaissement de la condition politique, a été vue à son acmé, qui est 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est pour ça que celle-ci est condamnée par la plupart des grands penseurs de son temps, à commencer par le Mahatma Gandhi. Je vous renvoie là-dessus à quelqu'un que vous allez apprendre à connaître à la prochaine saison, qu'un de mes meilleurs amis, Arnaud Imatz, certainement le plus grand historien du non-conformisme, qui a écrit, donc, vous trouverez l'article sur le Cercle Aristote, mais il est en papier dans la Nouvelle Revue d'Histoire, une déclaration des droits de l'homme, pas très universelle, où vous voyez que tous les plus grands penseurs de cette époque ont condamné ce texte qui, de l'aveu qui a fait la carrière de Stéphane Hessel, qui pourtant n'y a pas participé. Très étonnant. Si vous voulez... Et là, nous ne le voyons pas, mais cet individu créancier va faire entrer par l'anthropologie, plus que par la mutation de l'espace public, une véritable révolution. Cette révolution est de passer, je brosse à grands traits et vous me le pardonnerez, de la question du théologico-politique. Dans les deux cas, c'est la question du lien. La religion, c'est le lien, la politique, c'est le lien entre les hommes. À la question de l'homme administré. L'homme administré, c'est quoi? L'homme administré, et là je renvoie à un très bel ouvrage qui m'a été envoyé récemment, de Baptiste Rapin, Au fondement du management. L'homme administré, c'est une forme particulière de domestication. Les sociétés anciennes et symboliques avaient des institutions. Nous avons des organisations. Les institutions ont des buts politiques, les organisations ont un but particulier qui est l'auto-perpétuation d'elles-mêmes. Et l'homme en tant que rouage. En réalité, c'est la digestion libérale du fait d'État. C'est pour ça que ceux qui veulent détruire l'État ne s'en rendent pas compte, mais c'est déjà en cours. Et surtout, que la notion d'État est peut-être la seule chose qui pourrait les en sortir. Mais pour ça, il faudrait qu'une part de l'extrême gauche, qui a pourtant porté cette critique, et souvent non de manière intelligente, qu'elle ouvre un petit peu les yeux sur ce qu'elle est devenue, et j'irai pas plus loin, ça passerait sous le coup de la loi. Or, si l'institution est digérée en organisation et que l'homme est un rouage, quelle est la nouvelle institution qui va être le grand vecteur social maintenant que la condition politique est devenue une pure administration des êtres, voire même une règle du parc humain? Quelle est la nouvelle institution régulatrice? Le marché, bien évidemment. Le marché, sa logique de réification. C'est quoi la logique de réification des êtres? C'est trois choses. Tout a un prix, tout est calculable, et tout peut faire l'objet d'un accord de volonté. Le règne du droit et du contrat. Cette nouvelle forme de pouvoir, nous allons mettre très longtemps à la nommer. Mais grâce aux institutions communautaires qui en sont nées, je vous rappelle, je vous renvoie au très bel ouvrage de Schmel Trigano sur le postmodernisme, il disait en substance, tout ce qui a une racine dans le post-humain a une racine à Bruxelles. C'est très vrai. Et je ne dis pas uniquement ça pour le concours de chansonnettes récent. Hein. Mais si vous voulez, cette digestion managériale du fait politique, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est-à-dire que tout peut faire l'objet de l'extension de la logique économique et du droit privé. L'État, la puissance publique, vous assurez que ce terme qui était rutilant au temps de la splendeur du droit public français, de prérogative de puissance publique, aujourd'hui, et petit à petit, on préfère une gestion contractuelle, gentillette. L'État ne veut pas faire de vagues. On en est là. Or, dans la logique de la gouvernance, vous pouvez deviser de tout et parler de tout, vu que ça n'a aucune incidence. Ce qu'on appelle à tort crise de la démocratie n'est pas uniquement une crise de la représentation.
Les gens ne veulent pas nécessairement être représentés, ils veulent voir une effectivité de la décision publique et collective. Ils veulent voir le fait politique se marquer dans leur vie sans détruire leurs conditions de vie. C'était d'ailleurs l'un des faits qui a donné la naissance du socialisme. Pas uniquement une volonté d'égalisation de honte conditions, de sauver un certain espace populaire et symbolique. Une revendication politique en plein milieu d'un 19e siècle dont le libéralisme a détruit la condition ouvrière. Avec des défenseurs dont il faut se rappeler qui pour beaucoup étaient les catholiques sociaux. Ce que beaucoup de gens oublient d'ailleurs. Or, le fait politique s'incarne dans le fait de décision. Décider, c'est trancher. Or, la logique de gouvernance escamote ce fait-là par la dissolution de la responsabilité. Tout est le fait de panel, de sachant, de comitologie, de conciliabule et de comité théodule. Escamoter la décision, la responsabilité, pour ensuite, fondamentalement, ne pouvoir que négocier avec les puissances qui, elles, peuvent s'affranchir de la gouvernance. Je vais vous donner un exemple. Dans les institutions communautaires, vous avez pour être tout à fait clair, on va prendre l'exemple de l'Union soviétique, hein, c'est ce qui lui ressemble le mieux d'un point de vue institutionnel. Vous avez le Soviet suprême, donc le Parlement européen. Vous avez le Politburo, la Commission, avec ce très sympathique ancien tenancier de blanchisserie, M. Juncker, aujourd'hui. Et comme dit la fameuse blague belge, un maître du monde luxembourgeois, c'est d'une petitesse. Or, et vous avez derrière la Commission les organes d'application. Les agences communautaires dont vous n'entendez jamais parler, c'est normal parce que c'est elles qui font les textes en dernier ressort avec la Commission. Le Parlement et chambre d'enregistrement. En moyenne, 97% des textes sont votés à l'unisson et presque à l'unanimité des membres. Ces agences règnent sur vos vies, vous ne les connaissez pas, vous ne les connaîtrez jamais, personne ne les a élus, tout va bien. La démocratie, fort heureusement. Eh bien, il y en a une qui est totalement privée. Vous savez laquelle c'est? Celle qui gère la finance. La Commission européenne leur a donné le droit de s'auto-légiférer. Vérifiez ce que je dis. Vous verrez. C'est-à-dire que la Commission propose, le capital dispose. Et vous, le capital dispose de vous. Bon, désolé de vous le dire comme ça, hein, c'est... J'aurais su ça au moment de la loi du 3 janvier 73, j'aurais rajouté un chapitre. Mais malheureusement, c'est vrai, hein. Je compte sur vous pour le faire vérifier et me revenir dessus comme les oiseaux d'Hitchcock si je mens. Et malheureusement, j'ai peur d'avoir raison. Alors, si vous voulez, quel effet politique, enfin quel effet sociopolitique a cet effacement de la condition d'animal politique? Une société du ressentiment. Une société qui deviendra une société de la haine, à terme. Pourquoi? Parce que la plupart des lois sont là pour protéger votre quant à soi, pour protéger de petits droits sympathiques, mais qui ne donnent aucune espérance collective, et qui, par la logique du marché, qui repose sur deux passions humaines primordiales, la passion d'accumulation, on veut être fringant et bien pour pouvoir attirer les femmes, c'est tout bête. Parce que derrière la pulsion d'accumulation, il y a la passion reproductive, c'est anthropologiquement. L'homme qui a le plus de richesse a le plus nombre de chances de pouvoir se survivre dans l'éternité par ses chromosomes, tout simplement. Et une autre passion bien plus puissante, qui est la passion mimétique. La logique du marché repose sur les deux. Livrée à elle-même, à la fin, c'est la fameuse guerre de tous contre tous, comme l'écrivait Plaute, avant Hobbes. Hobbes reprend un classique. Et, si vous voulez, le ressentiment au mieux va s'incarner dans le parapolitique. Je vais vous donner un exemple.
dans une société bloquée, il y avait eu ce qu'on appelait le phénomène de l'art pour l'art. L'art pour l'art, contrairement à ce qui est dit, c'est d'anciens artistes politisés, voyant que la condition politique au XIXe siècle ne leur mène à rien, qui vont aller vers leurs œuvres. Ça, c'est au mieux. Tout le monde n'en est pas capable. Et aujourd'hui, où Modiano reçoit un prix Nobel, je ne suis pas sûr que le fait de compenser par ses œuvres soit très utile, vu ce qu'on appelle œuvre aujourd'hui. Si vous avez vu un ballon tout à fait sympathique, place Vendôme récemment. Un sapin de Noël tout à fait particulier, pardonnez-moi, je n'y ai pas emmené mon neveu, donc bon. Ça, c'est le premier point. La seconde, c'est l'autodestruction sociale. C'est-à-dire que des individus vont, par une logique mimétique devenue folle, se retourner les uns contre les autres ou se retourner contre eux-mêmes. Et plus un peuple a été politique ou a la condition politique, ça c'est mon hypothèse, plus il le retourne violemment. Et c'est normal que les Français souffrent autant. Et dernier point, d'avoir des poussées de révolte qui peuvent être constructives. Ce que nos sémillants entomologistes sociaux et commissaires aux idées propres appellent le populisme. Avec avec une marque de dégoût germanopratine dans la voix. Entraînez-vous. Or, c'est quoi le populisme? C'est une envie de communion. C'est une envie de chaleur humaine. Ce n'est pas pour rien qu'il y en a eu tant en Amérique latine, par exemple. Une envie de communion humaine au sens d'hébréen du terme, ce que d'autres appellent une envie religieuse. Une envie de se retrouver dans le regard des siens, une envie de se retrouver, comment dire, relié aux autres, de manière plus forte. Et d'ailleurs, tous les hommes qui ont vécu ces moments-là, je vois les témoignages de Régis Debray entre autres, pour le plus connu, regretteront toujours ces moments-là parce qu'ils ont vécu plus intensément. Et le populisme me fait peur. Pourquoi? Parce qu'il demande une déglaciation émotionnelle dans une société où une tendance oligarchique se cache derrière une démocratie procédurale et où la froideur de la technique cache l'avidité des intérêts. Regardez l'Union européenne. Au passage, la France n'a jamais compté autant de milliardaires, vous êtes contents, hein? Je vois vos mines réjouies. Jamais connu autant de chômeurs et de milliardaires. C'est-il pas beau la France? Eh oui, vous êtes content d'habiter là, je le vois surtout dans vos yeux, monsieur. Morale de winner, comme on dit dans le management. Alors, en réalité, ce que demande le postmodernisme à l'homme, c'est ce qu'il refuse à l'être collectif. Il demande à l'individu isolé et à la monade l'autonomie. C'est-à-dire qu'il demande que l'individu soit sa propre loi du moment qu'elle ne régisse que lui. Pourquoi? Parce que c'est la démarche publicitaire. Sois rebelle, sois in, et ton propre style. Reformuler et ta manière d'être moutonnier. Et n'oublie pas de passer à la caisse quand même. Alors, si vous voulez, c'est ce qu'on refuse à l'être collectif. J'entendais d'ailleurs encore dans ce débat, j'espère que je ne vous barbe pas avec le brave Duhamel qui dit mais vous n'y pensez pas, la France recouvrirait une politique dans ce monde mondialisé. Combien t'es payé pour nous ventiler ce genre de truc? On est à la 3e phase de mondialisation. Hein. Il faut quand même un jour faire un peu d'histoire. La première guerre mondiale, c'est la guerre franco-anglaise. C'est la guerre... Enfin, les French Indian Wars. Ça, les premières guerres mondiales. La mondialisation, ça est beaucoup plus vieux que ça. Déjà, je vous rappellerai que le taux d'ouverture des économies était supérieur en 1913 qu'en 1990. Mais ça certainement, ce n'est pas passé par la tête de notre sémillant oracle du XXIe siècle, comme quoi le prophétisme, c'était mieux avant. Or,
ce fait d'autodestruction et cet individu condamné à une autonomie dont il ne veut pas, parce que qu'est-ce qui fait notre condition politique? C'est l'incomplétude. La nôtre, mais également celle du fait politique lui-même. Je vous renvoie à un magnifique ouvrage qui est Critique de la raison politique ou l'inconscient religieux de Régis Debray. L'incomplétude est une notion bien connue des matheux parmi vous, donc j'éviterai d'en parler, vu que moi, comme beaucoup de Français, ça m'a traumatisé, moi, les maths. Mais si vous voulez, l'incomplétude, c'est quoi? C'est de devoir trouver à l'extérieur de soi-même ce qui vous complète. Et c'est ça qui fait que nous sommes des animaux politiques fondamentalement. Parce que nous ne sommes pas omniscients, nous ne savons pas tout faire, nous avons besoin de la communauté pour ça. Et la politique elle-même ne peut pas être auto-centrée. Elle se cherche un ciment social extérieur. De grands projets, une religion commune, une transcendance. C'est ça l'incomplétude du fait politique. Or c'est aujourd'hui ce que le postmodernisme entend extirper de nous. Pourquoi? Parce que dans son progressisme triomphant, ces marques d'incomplétude sont comme des marques de honte par rapport à l'homme prométhéen. Et deuxièmement, ces marques se traduisent d'un point de vue social par la notion d'appartenance. J'utilise appartenance à dessein et pas identité. Pourquoi? Parce que l'appartenance, c'est comment dire, c'est vivre par rapport à la même loi et à la même filiation, réelle ou supposée, réelle ou mythologique, réelle ou fantasmée, peu importe. Quand on donne une origine commune, on donne un destin commun. C'est pour ça que ceux qui vous disent « Oui, oui, non mais la nation comme projet de chez Renan, c'est vachement bien, hein. Mais la terre et les morts, c'est mal. » C'est le même projet. C'est le même projet. Parce que quand vous avez une origine, fut-elle entièrement inventée, le problème n'est pas là. Ça soude pour affronter l'avenir. Nos premiers rois, avant de se dire rois très chrétiens, se disaient d'ascendance troyenne. Évidemment que c'était faux. Et alors? Le mythe est un accès à la réalité que le rationalisme triomphant. John Saul parlait des bâtards de Voltaire. Le rationalisme triomphant devrait quand même parfois se rappeler que la raison est bien peu de choses à la surface de nous-mêmes, comme disait le grand ancêtre, Barès. Bon, vous pouvez, si vous voulez, appeler les commissaires aux idées propres, ça y est. Hein. Voilà, je rappelle quand même que sans lui, il n'y a pas Malraux, il n'y a pas Malraux, il n'y a pas Aragon, il n'y a certainement pas De Gaulle. Donc bon, il y a des gens sur qui il faut parfois réviser ses jugements. Or, comment faire l'autonomie de l'individu? Pourquoi le postmodernisme peut aujourd'hui mettre en branle ce projet-là? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Grâce au règne de la technique. Avant, c'était des rêves. Avant, ça relevait de l'utopie. Le lieu du bonheur et le lieu qui n'existe pas. Mais grâce à la technique permet l'autonomie pure, en théorie du moins, et dans les rêves de certains. C'est-à-dire, tout est mixable, tout est modulable, tout est traçable. Votre condition future. Horrible, hein? Bientôt. Et pour habiller le règne de la technique, il faut une armature idéologique, ce qu'on appelait dans le temps une superstructure. Eh bien, c'est entre autres l'idéologie du gender. Il y a quoi derrière le gender? Au-delà de Conchita, de la chansonnette, de tout ça, il y a quoi? L'indifférenciation est même pire. Comme le dit très bien Mathieu Bock-Côté, le fantasme sinistre de l'auto-engendrement. C'est-à-dire que le lien des liens, qui est le lien matriciel, le lien qui nous relie à notre mère, à terme, sera coupé.
N'oubliez pas qu'on est à l'époque même du cyborgo-féminisme. C'est-à-dire que la technique va enfin permettre aux femmes de se débarrasser des mâles. Elle n'est pas belle. Ce qui, au passage, implique que la modernité qui a l'autre à la bouche à longueur de temps, quand elle se trouve face à une altérité qu'elle n'arrive pas à réduire, elle l'élimine. Au passage. Vous savez pourquoi? Une petite idée. Une idée très lévi-straussienne. Par la haine de la distance. Pour apprécier l'autre, il faut être à distance respectable. Comme disait Schopenhauer, les hommes sont des hérissons. Plus vous les rapprochez, plus ils piquent. Et dans ce fantasme d'autonomie totale, le fait de vouloir distinguer. Alors évidemment, la sociologie savante et droit de l'homiste vous dira discriminer. Attention, mot qui pique. Discriminer, à la base, ce n'est même pas de la sociologie, c'est de la criminologie. Ça vient du vocabulaire de la criminologie, la discrimination. C'est étonnant d'ailleurs qu'on l'utilise et qu'on en ait plein la bouche. Et évidemment, toute barrière est une discrimination, et je vous laisse, après le mot discrimination, par association d'idées, vous arriverez le plus rapidement que vous pouvez aux heures sombres. Or, le fait de séparation, le fait de frontière, une frontière c'est une écluse. Et quand on ne peut plus faire de frontières, on fait des murs, comme en Ukraine en ce moment, ou ailleurs. Partout dans le monde on fait des murs parce qu'on n'a plus ce sens de la frontière. Et le sans-frontiérisme triomphant est en réalité une idéologie carcérale. Parce que la frontière, généralement, on peut s'en sortir, elle est la marque d'une souveraineté et donc d'une paix armée. Il ne faut jamais l'oublier. Le barbare n'est pas celui qui trace la frontière, c'est celui qui la viole. Il ne faut jamais l'oublier. Or, cet individu auto-engendré et rendu à l'indistinction primitive n'aura plus d'appartenance. Les appartenances sont données. Il aura une identité qu'il pourra réécrire à volonté, comme une espèce de table rase de tous les matins. Et en réalité, nous arrivons là à ce que David Hume, le penseur le plus puissant du libéralisme, le penseur du libéralisme terminal, à mon sens en tout cas, a caractérisé par l'homme terminal. Ce n'est pas sa terminologie, hein, mais on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire l'homme qui sera arrivé au bout de l'émancipation. Comment le décrit-il? Un individu sans passé, sans projet, qui vit un perpétuel présent. Et en psychologie, ce qu'on appelle les individus humiens, je vous renvoie à l'ouvrage de Sachs, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Oui. J'allais dire pour une boîte à chapeau, pardonnez-moi, mais pour un chapeau. Appelle les individus humiens. Alors les individus humiens, peut-être que certains d'entre vous ont vu un très bon film avec Carrie Ann Moss, donc pour les jeunes technophiles, Trinity, Memento, tout à fait. Un individu qui oublie sa vie par tranche de 15 minutes. Toutes les 15 minutes, il est obligé d'être un perpétuel recommencement. C'est l'homme terminal. Bientôt, en dehors de vos écrans. Bientôt chez vous. Content, hein? Or, à quoi sera soumis dans sa condition post-politique cet homme terminal? À la logique de la fluidité, à la logique du réseau, à la logique d'un pouvoir dissous, d'une société fluide où il n'y a plus d'engagement, où la parole ne vaut plus rien, où les actes non plus d'ailleurs, où tout est éphémère et interchangeable. C'est une société de transit. Ce qui est la notion qui est en train de supplanter la notion de lieu. On vous parle de... Aujourd'hui, tout est transit. On est là temporairement. Un pays, c'est un hôtel. Le même métaphysicien du Blue Jean. Alors, où l'individu doit être mobilisable perpétuellement, comme un flux d'énergie. Ce qui veut dire au passage que l'être humain n'est plus uniquement un facteur de production, comme il l'était et dans le temps, avec le prolétaire, hein, celui qui n'a que sa force reproductrice, et qui n'a que ses enfants à donner en richesse au système capitaliste. L'individu devient lui-même un objet de série. Avant
de laisser la place d'abord à l'humanité augmentée, le rêve transhumaniste, voire même à la robotique. Vous avez vu ces sympathiques prévisions économiques, comme quoi en France, je crois que c'est 2 millions d'emplois qui sauteront par la robotisation. Ce qui veut dire au passage que, à ceux qui ont les moyens, nous sommes en économie de marché, le transhumanisme, et qu'est-ce qu'on va faire des autres? Vu qu'ils seront inutiles. Ils seront même plus consommateurs. Parce que pour consommer, un jour ou l'autre, il faudra quand même que nos élites s'en rendent compte, il faut un minimum de revenus. Qu'est-ce qu'on va faire des autres? Je vous laisse y réfléchir, moi-même je n'ai pas la réponse. Et d'un côté, je préfère pas l'avoir. Or, mais cet homme, totalement déraciné, lui aussi sera un homme endetté, mais pas auprès de ses semblables, et pas auprès de ses ancêtres. Comme le disait Baudrillard, il redeviendra dans la condition féodale, pas de l'argent, mais du temps de vie donné aux seigneurs. C'est-à-dire ceux qui, par la logique managériale dont je vous parlais au tout début, ont digéré l'un des plus puissants pouvoirs de l'État, le fait de battre monnaie. Or, la dernière étape de cet individu déraciné, c'est de devoir vivre avec d'autres déracinés que le système marchand a fait venir, qui eux sont les mêmes victimes de ce système, qui sont des déracinés eux aussi, et qui ont un rapport à l'appartenance un peu plus, qui a moins été travaillé par la logique de marché, mais ça viendra, et qui donc essayent de la retrouver, mais de la retrouver par la parodie. D'où la violence des déracinés que nous voyons tous les jours dans nos rues et qui nous préparent des lendemains qui vont déchanter. Très clairement. Ce multiculturalisme inclusif. Au passage, le multiculturalisme peut se définir de la manière suivante, c'est l'art et la manière d'utiliser différentes populations sur un même territoire pour qu'elles se neutralisent politiquement. Logique anglo-saxonne de gestion urbaine. Toute personne qui connaît la gestion sociale des villes américaines sait qu'on a joué à plusieurs moments, mais là, on n'est pas du tout sur conspi.net. Même Caspi, André Caspi, la source autorisée s'il en fut, le reconnaît, on a joué les Noirs contre les Latinos, etc., etc., etc. Une société multiculturelle étant multiconflictuelle par nature, cela permet un instrument de contrôle social sans nom, car vous pouvez faire le pire traitement social à une population. À la fin des fins, vous lui donnez le marché, c'est moi ou la violence des déracinés. La peur maintient toute sédition. C'est pour ça d'ailleurs que ces sociétés si souriantes, si aware, dans lesquelles vous avez l'obligation de vous mobiliser, d'être en bonne santé, sont en réalité des sociétés de la peur. Mais des sociétés de la peur qui se cachent bien ce qui est la différence entre un journal télévisé présenté par un général soviétique avec un gilet pare-balles de médaille. Là, pour le coup, ça se voit. Le même présenté par Nabila, une fois qu'elle sera sortie de prison, se verra moins. Logique de domination. Mais c'est la même peur. Mis à part qu'elle peut se permettre un appareil de répression allégé. C'est la même peur, à pas cher, en plus. Vous me direz, ce monde est l'univers symbolique distillé par une puissance et par une logique de puissance reposant, et ça, cette notion-là, je la dois à un de mes très très grands amis et qui est un des plus grands intellectuels que j'ai reçus ici, la notion d'espace fluide et d'espace solide. Et aujourd'hui, l'univers symbolique dans lequel nous vivons est dicté par les nations qui ont le système de domination des espaces fluides. Mais cette domination n'aura qu'un temps, du moins peut-on l'espérer. Elle n'aura qu'un temps, en tout cas dans la domination matérielle. Dans la domination immatérielle, on va encore attendre un long moment parce que dans le réseau, ces puissances-là, et les États-Unis en tout premier, sont encore imbattables. Il faut quand même et surtout, face à un ensemble européen
qui est aujourd'hui un cloaque qui apporte la misère et la mort à ses frontières. Et ne vous inquiétez pas, l'Ukraine n'est qu'un début. La Moldavie demain, la Géorgie ensuite, l'Azerbaïdjan demain, après-demain. Pour l'instant, la puissance américaine qui maîtrise la fluidité, qui maîtrise la logique de puissance par personne interposée, pour l'instant, sur le plan de l'immatériel, est imbattable. Pour l'instant. Mais rien ne dure, et comme disait Durosel, la seule leçon géopolitique qui vaille, c'est que tout empire périra. Alors vous me direz, comment échapper au néant de la condition qui nous attend? Il y a un vrai dire, comme disait le général de Gaulle, la seule querelle qui vaille, c'est la querelle de l'homme. C'est la seule chose qui vale réellement. Or, si vous voulez, le sens, il y a deux sens à retrouver. Et ce n'est pas uniquement d'un point de vue politique que je vais parler, mais d'un point de vue individuel. Il y a une logique, quand on parle de logique de l'insoumission, l'insoumission, ça commence d'abord par un certain stoïcisme appliqué. Ça commence d'abord par une construction de soi autour de quoi? Autour déjà d'une notion de tradition. Je vais m'expliquer tout de suite sur ce terme avant que vous me balanciez des chaises. Il y a deux manières de voir le fait de tradition. Soit, comme le disait Léo Strauss, le traditionnalisme intégral, pardonnez-moi, le traditionnalisme littéral, qui est la parodie de la tradition, ce que vit d'ailleurs une large partie d'un spectre anti-moderne qui en réalité est digéré par la modernité jusqu'à la moelle sans même s'en rendre compte. Et vous avez d'avoir un véritable sens du passé, une certaine nostalgie. Contrairement à ce qu'on croit, la nostalgie est une grande catégorie politique. Régis Debray le disait dans ses carnets de prison, que je vous recommande, journal d'un petit bourgeois entre deux feux et quatre murs, où il est en prison en Colombie, parce que lui, contrairement à... Je vais en profiter pour parler des copains. Contrairement à Kouchner et à Glucksmann, lui, il n'est pas allé à Cuba, où ça s'est bien passé. Et où Castro les a virés en disant vous avez emmerdé De Gaulle, un révolutionnaire comme yo. Tirez-vous. Ils sont allés où? À Miami. Ils y sont restés. Lui, il est allé en Bolivie, là où ça aurait pu mal se passer, et où ça s'est très mal passé d'ailleurs. Et il écrit depuis les geôles de la junte pro-américaine. Et il dit quoi? Il dit j'ai jamais vu un individu aller au bout du monde après avoir lu le Capital de Marx, que lui avait pourtant lu, premier à Normal Sup. Par contre, j'ai vu des hommes aller marcher jusque dans ces prisons après avoir lu les chants de Maldoror. La nostalgie est créatrice d'un point de vue politique, à condition qu'elle se couple d'un véritable sens du passé. Pas d'une volonté, si vous voulez, de réhabiliter des formes qui ne sont plus, mais de garder ce qui est la tradition réellement, c'est-à-dire l'archaïsme. L'archaïsme, c'est quoi? C'est ce qui reste quand le vent a soufflé. L'archaïsme, c'est le permanent, ce n'est pas l'historique. Et le fait de vouloir se palucher sur certains écrits et autres, comme le font certains anti-modernes rabiques, ne prouve qu'une seule chose, c'est qu'ils sont en plus les parodies d'eux-mêmes, ce qui est bien triste. Je préfère encore Caroline Forest, elle au moins elle s'assume. Elle s'assume pour ce qu'elle est, et comme elle n'est pas grand-chose, la morale est sauve. Or, si vous voulez, d'avoir ce véritable sens du passé doit nous mettre dans une logique de transmission. Une transmission est donc une distance par rapport à nous-mêmes et par rapport aux nôtres. C'est certainement le seul moyen de pouvoir retrouver une fraternité. Et le premier mot d'une fraternité, c'est quoi? C'est de s'avouer, comme le disait très bien Régis Debray encore une fois, que tous les hommes ne sont pas frères. Pour qu'il y ait une fraternité, il faut qu'à un moment, il y ait une barrière. Aucune barrière n'est infranchissable, sauf les murs. Or, le monde moderne, par son droit de l'homme, c'est lui qui fait des murs. Les nations ne font pas de murs. Entendons-nous bien. Et c'est le seul moyen d'avoir une société qui puisse réellement être ouverte à l'autre. Je vous ai retrouvé un petit passage d'une historienne que j'ai toujours trouvée brillante, un peu ancienne, mais
qui est, si vous voulez, extrêmement intéressante sur l'unification de la France. J'essaye de vous la retrouver, je vous demande juste une seconde. Marie-Madeleine Martin, Histoire de l'unité française. Je vous le lis. C'est un tout petit peu long, vous m'en excuserez, j'espère. Aucun étranger n'est repoussé au prime abord de la communauté française. Les questions de race et de langue sont totalement méprisées. La seule barrière dressée est d'ordre spirituel. Pour pouvoir être français, il faut être catholique. C'est toujours le triomphe de l'idée de la Rome païenne, unifier les hommes par les esprits et leurs âmes. Et pourtant, la sagesse la plus terrestre s'allie à cette conception si haute. Le roi de France protège son héritage et ses peuples. La charité ne se mue pas en utopie. Le geste d'amitié n'est point un acte de duperie. Membre du genre humain, le maître de la France est en premier lieu protecteur de ses proches. La hiérarchie des deux devoirs est soigneusement respectée. Être soi est, comme disait Claudel, la meilleure chose qu'on ait à donner au monde. Et le seul moyen d'accueillir l'autre réellement, parce qu'il est autre. À titre personnel, c'est une expérience que je vis. Parce qu'il y a ceux qui, dans le métissage, vous en parlent, et puis il y a ceux qui le vivent. C'est autre chose. Or, si vous voulez, c'est dans une certaine fierté de soi. Là encore, non digéré par la modernité et son narcissisme. Il faut être français avec une certaine force tranquille, disait le grand ancêtre. Parce qu'à travers ce particularisme, c'est une certaine idée de l'homme qui s'avérera sauvée. Je ne peux pas vous dire parce que la prospective est un jeu trop dangereux auquel je ne me risquerai pas, mais je ne suis pas sûr que l'homme tel que nous le connaissons, à la fin, ne sera pas une donnée parmi d'autres d'une grande équation de marchandises et qu'il sera digéré totalement à la fin. Et je ne suis pas sûr que le monde dans lequel ma fille vivra soit un monde humain. Au passage, à quoi peut-on avoir vu à la fin du Moyen-Âge le règne des marchands? Un petit détail de la vie quotidienne. L'entrée des horloges dans les églises. Vous savez pourquoi? Les églises vantaient l'éternité. Pour ça qu'il n'y avait pas de repère de temps dedans. Et les églises d'Orient, d'ailleurs, il n'y a toujours pas d'horloge dedans. Et ce sont les marchands qui ont demandé au curé de les mettre. Parce que le temps devient quantité estimable en argent, tout simplement. C'est à des historiens de trancher cette question, mais je trouvais cette observation de Pierre Thuillier absolument intéressante et stimulante. Or, pour ça, il faut d'abord prendre soin des siens, avant d'être maître chez soi. Les qualités premières du fait politique. Revenir à un certain archaïsme, c'est peut-être le seul moyen d'avoir réellement un coup d'avance, pour une fois. Et c'est à travers... Après, ça peut se passer de plusieurs manières. Un effondrement, une évolution par rapport à un système de ressources fini qui nous obligera à remettre à plat une logique économique et politique, et qui nous obligera à nous poser les questions des nôtres et de comment garantir la souveraineté et la dignité. Deux notions qui vont toujours ensemble, car un État qui n'est plus souverain n'a plus de citoyens, donc n'a plus d'hommes dignes de leurs conditions politiques. Ça a des sujets, et peut-être bien pire demain. Ou alors, il faudra un ordre refait, et qui sera refait par une relative violence. Et je ne le souhaite absolument pas, entendons-nous bien, mais là encore, je vais vous citer quelqu'un, avant de terminer. Je vais vous citer Péguy, l'un des premiers morts de la guerre de 14, un de nos grands poètes, un de nos grands héros. Que la Sorbonne le veuille ou non, c'est le soldat français qui lui mesure la terre. C'est le soldat français, c'est le canon de 75, et c'est la force temporelle qui ont jalonné, qui ont mesuré, qui mesure à chaque instant la quantité de terre où on parle français. Il faut bien comprendre que c'est le pire des scénarios, certainement, mais comme il est politiquement faisable, je ne voulais pas le taire en face de vous. Et croyez bien que c'est le scénario que je crains, et j'espère que la politique reprendra ses droits
Et d'un côté, j'y ai une certaine foi, car comme l'écrivait le général de Gaulle, pourtant, à la fin des fins, la dignité des hommes se révoltera. Merci à vous.